un ouvrage qui est une contribution au cinquantenaire. J'ai voulu, à travers cet ouvrage, remonter en quelque sorte aux origines de ce que je considère comme un handicap. C'est un livre qui remonte jusqu'au XVe siècle, c'est-à-dire la traite transatlantique, parce que je crois que c'est le phénomène qui pose les premiers traumatismes que l'Afrique vit. Et il y a une sorte de continuum entre la traite transatlantique et la colonisation à travers le thème du pacte colonial. Et il m'a semblé que l'Afrique a été en quelque sorte enrôlée dans une voie qui n'était pas la sienne initialement, et que dans cette voie-là, lorsqu'on arrive aux indépendances en 1960, eh bien l'Afrique rentre dans une compétition internationale qui est très féroce, avec beaucoup de handicaps, avec des handicaps économiques et avec des handicaps politiques, qu'elle est parvenue aujourd'hui à corriger pour l'essentiel. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il ne faut pas évoquer la colonisation comme un alibi à nos contre-performances, mais il faut connaître, il faut avoir une bonne connaissance des dotations initiales qu'on a eues dans cette compétition-là. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu revisiter cette période et lister un peu les principaux handicaps qui, à mon sens, ont en quelque sorte freiné l'Afrique ces 50 dernières années. Mon centre d'intérêt, mes sujets de recherche, en fait, c'est des sujets d'économie politique, au sens de l'économie de la politique. Au fond, mon postulat est que les paradigmes qui gouvernent les décisions en économie sont très pertinents pour analyser les décisions dans la sphère politique. Autrement dit, le principe par exemple de l'arbitrage, c'est-à-dire en fait de décider entre des solutions qui sont toutes des solutions concurrentes. L'analyse coût et avantage, tous des principes qui sur le plan économique sont très pertinents pour analyser la décision économique. Eh bien je pense qu'en matière politique, ça participe de la même logique, et c'est avec cette grille de lecture que j'essaye de révisiter en fait un peu comme une sorte de validation rétrospective de phénomènes politiques. Et c'est pour cette raison que la plupart de mes ouvrages sont traités dans une perspective historique, parce que j'essaye avec des grilles de lecture qui ne sont pas celles que l'on a habituellement en économie. Autrement dit, la plupart de mes textes sont dépouillés de la dimension un peu sentimentale, de la dimension émotionnelle qu'on retrouve un peu en politique. Je considère que les hommes politiques sont des hommes rationnels, qui ont à arbitrer, qui font des analyses coûts et avantages, et c'est généralement ce qui explique leurs décisions. Et avec cette grille de lecture, j'essaye de revoir en quelque sorte la plupart des phénomènes politiques qu'on a eus dans le passé, et c'est comme ça que j'ai eu effectivement à faire une série d'ouvrages, et notamment celui que vous avez évoqué, qui est en fait le cheminement du Cameroun, de la constitution du Cameroun comme entité étatique, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Comment est-ce qu'on a cheminé dans cette voie qui a été la quête de l'indépendance, et ensuite la quête en quelque sorte de la démocratie dont faisait allusion tout à l'heure M. Sawadogo. Parce qu'effectivement, je crois qu'on a domestiqué un certain nombre de valeurs qui sont aujourd'hui des valeurs partagées, des valeurs universelles. Et je pense que ce qu'il nous reste à faire, c'est d'apporter notre contribution à la définition, à l'enrichissement de ces valeurs. Et je trouve que les choses sont un peu déséquilibrées, parce que dans les valeurs qui sont considérées comme des valeurs universelles, l'apport de l'Afrique reste très marginal, et nous devons travailler à la prise en compte d'un certain nombre de valeurs typiquement africaines dans la définition en quelque sorte des principes qui gouvernent la gestion des États modernes. Donc mon œuvre est axée vers cette voie-là, c'est-à-dire en fait la prise en compte des valeurs universelles, mais le souci d'essayer
d'y apporter l'empreinte de l'Afrique dans la définition de ses valeurs. Et je pense qu'il y a matière à nourrir, à alimenter ces valeurs par, comment dirais-je, des valeurs qui sont typiquement africaines. Le monde gagne à la prise en compte de certaines de nos valeurs. Je crois qu'on n'est pas sorti du processus de tâtonnement vers la trajectoire qui est notre trajectoire d'équilibre de long terme. C'est-à-dire qu'en fait, à mon sens, nous avons hérité d'institutions des sortes de superstructures institutionnelles qui sont rentrées en conflit avec l'infrastructure sociale. Et on est rentré dans un processus de tâtonnement parce que les institutions dont on a hérité n'étaient pas adaptées à notre mode de vie. Et on est, depuis ces années-là, en train de rechercher en réalité nos équilibres institutionnels propres. Il est très difficile, reconnaissons-le, moi je l'admets sans beaucoup de complexe, que l'idée selon laquelle, qui était une idée très forte au début des années 60, l'idée selon laquelle il faut un État central relativement fort parce qu'il faut construire la nation, il faut assurer le développement. Cette idée-là qui a présidé à la mise en place de régimes relativement autoritaires, à la suppression du multipartisme, si l'on revisite l'histoire, on est bien obligé de constater que ceux qui ont promu cette dynamique, ils avaient un argumentaire qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Et de la même façon, lorsqu'on nous a poussés vers, je dirais pas la démocratie, mais disons au moins le multipartisme, eh bien, on était encore dans une dynamique qui était une dynamique exogène. C'est-à-dire qu'en réalité, nous n'avons pas toutes ces voies que l'on emprunte ne sont pas des voies qui viennent d'une analyse propre, endogène, et que l'on aurait en quelque sorte promu. Et je considère donc que nous sommes encore en train de tâtonner, en train de rechercher les modes de gouvernement qui sont adaptés à nos mœurs, à notre façon. Et bien entendu, ce n'est pas une excuse pour ne pas, comme vous disiez, adhérer à l'essentiel des fondamentaux qui sont aujourd'hui universellement partagés. Autrement dit, bien qu'il faille avoir cette préoccupation de générer par soi-même des institutions qui sont adaptées à nos mœurs, à notre façon, à notre rapport au pouvoir, à notre rapport au chef, à notre rapport. Tout cela est important, mais en même temps, je considère que les acquis comme l'état de droit, la liberté, bref, les éléments constitutifs de ce qu'on appelle aujourd'hui un État moderne doivent être intégrés par l'Afrique et doivent être valorisés. Autrement dit, on doit avoir des pouvoirs qui sont transparents, on doit avoir un État de droit, il doit y avoir une possibilité d'alternance politique, mais honnêtement, on n'a pas le même rapport au chef, on n'a pas le même rapport, parce que c'est notre tradition, et que chez nous, il y a encore une coexistence entre l'État central, les structures centrales et l'attachement à un chef local qui apparaît comme, pour beaucoup d'Occidentaux, qui apparaît comme quelque chose de très exotique, que les gens soient attachés à des identités particulières, à un chef local qui n'a aucune légitimité au sens électoral du terme, etc. Il reste que c'est une réalité sociale, les gens y sont attachés et nous devons réfléchir à la prise en compte de cette identité propre dans l'organisation, en quelque sorte, institutionnelle. Et je crois qu'on est dans cette recherche, et c'est pour ça qu'effectivement, il y a encore des tâtonnements, il y a encore... mais les coups d'État dont vous parliez, ces dysfonctionnements-là, ne sont pas... vous savez, on a eu 2 crises importantes au lendemain des indépendances, qui étaient des crises. Je sais que le terme est un peu aujourd'hui désuet, mais ça participait du néocolonialisme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde ce qui s'est passé, la crise du Katanga, cette tentative de sécession, la crise nigériane avec le Biafra, il est difficile de ne pas y voir la main
des États occidentaux qui, bien que se sont ralliés à l'idée de l'indépendance, bien entendu, ont considéré que c'était des territoires qu'ils avaient valorisés et ils ont beaucoup de choses, je dirais, pour reprendre un adage qui est assez répandu, ça a été dans beaucoup de pays le changement dans la continuité avec l'idée que on se rallie à la thématique de l'indépendance, mais bien entendu, on veille à contrôler le processus, à maîtriser le processus de transfert de pouvoir et à sanctionner ceux qui veulent remettre en cause les alliances qui semblent être déterminants pour nos intérêts. Et donc, il n'est pas, à mon sens, anodin que l'instabilité qui est en Guinée peut-être est liée à des aspects miniers. Bref, tout cela est encore d'actualité et nous sommes dans une voie où on essaye, on tâtonne, on est dans un processus de stabilisation, je dirais, pour reprendre un terme économiste. La première question qui me vient comme ça, et cela s'adresse à tous les économistes à travers vous. Professeur, les 50 ans d'indépendance que nous venons de vivre ont été marqués par les économistes. Pour toute chose, on s'est référé aux économistes. Et pourtant, les choses ne sont pas brillantes. Qu'est-ce qui explique ce non-lieu de ce que nous attendions des économies? Alors, les économistes, alors ça renvoie à l'un de nos handicaps importants hérités de la période coloniale. Sur le plan économique, nous avons eu beaucoup de handicaps. Je prends un exemple simple en matière industrielle. La contrainte énergétique, qui est une contrainte forte en matière industrielle. Autrement dit, lorsqu'on n'a pas de l'énergie disponible, il est pratiquement impossible de promouvoir l'industrie. Eh bien, quand on remonte aux années 50, l'un des tout premiers barrages construits en Afrique, dans la zone française, c'est le barrage d'Edea au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il a été construit? Il s'agissait de satisfaire les besoins énergétiques d'une entreprise, d'une usine qui était une usine d'aluminium, du groupe Péchiné-Ugine à l'époque, qui a construit un barrage sur le fleuve Edea pour avoir suffisamment d'énergie pour traiter de l'alumine, du minerai d'aluminium qui était importé du Niger. Autrement dit, le Cameroun, jusque dans les années 50, n'avait pratiquement pas d'énergie en dehors de quelques stations d'énergie thermique pour la satisfaction de besoins d'éclairage public et de besoins. Donc, voilà une contrainte forte qui était, et je pense qu'il n'était pas dans l'agenda de la plupart des pays de donner l'indépendance. Ils n'ont pas préparé ces territoires à l'indépendance, d'où l'idée du pacte colonial. Pour résumer, le pacte colonial était l'idée selon laquelle les colonies sont faites par les métropoles, pour les métropoles. Et les colonies qui ont connu un développement important, c'était des colonies où il y avait un potentiel minier important. Alors, il y a eu deux schémas à mon sens. Il y a eu le schéma où il y avait une colonie de peuplement, où il y avait, disons, des Européens en nombre suffisant, par exemple comme en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, là où il y avait eu une colonie de peuplement. Dans ces cas-là, ils ont promu en quelque sorte un développement autocentré. Autrement dit, l'exploitation, les revenus qu'ont générés, les richesses minières, eh bien ces revenus-là ont été réinvestis sur place. La Grande-Bretagne, dans la plupart des cas, a donné un statut de dominion à ces territoires. Et le statut de dominion, c'est de dire qu'en réalité, ceux qui décident de s'implanter sur place, qui étaient des Européens implantés sur place, peuvent reconvertir ces revenus en infrastructures, en développement. Et il me semble que c'est comme ça que ces colonies ont prospéré. Mais ceux qui avaient un potentiel minier important, par exemple, je prends le Congo, qui avait un potentiel minier important, où la Belgique a eu véritablement une démarche de prédateur. C'est-à-dire qu'en réalité, l'essentiel des revenus qui étaient tirés de ces richesses minières étaient exportés précisément parce qu'ils avaient fait l'option, non pas d'une colonie de peuplement, mais d'une colonie d'exploitation. Autrement dit,
ils ont installé sur place l'essentiel de ce qu'il faut pour, en quelque sorte, déterrer les richesses et exporter. Il me semble que c'est aussi simple que cela. Quand on regarde l'Afrique en termes économiques au début des années 60, eh bien, c'est pas un pays qui, c'est pas un territoire qui est configuré de telle sorte qu'il puisse véritablement se développer, quelle que soit l'intelligence des économistes. Mais je pense que c'est vrai, aujourd'hui, les choses se sont relativement corrigées. Et je pense qu'aujourd'hui, si nous prenions acte du fait qu'on a la possibilité de concevoir des politiques endogènes, autrement dit, ce qui était valable il y a 50 ans ne l'est plus aujourd'hui. On a connu énormément de déperditions, mais je pense qu'on a, si on considère nos atouts aujourd'hui, on a de quoi se recentrer sur... et là, je pense que les logiques de développement, les économistes peuvent être aujourd'hui très utiles. Très utiles pour autant qu'ils, comment dirais-je, se décolonisent par rapport à certaines institutions internationales. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience des atouts de l'Afrique, du potentiel de l'Afrique, et que l'on se remette à imaginer des politiques de développement endogène. Il y a... donc c'est vrai, mais il me semble que en 1960, quelle que soit l'intelligence des économistes, entre parenthèses, parce qu'il faut voir les effectifs de personnes formées à l'époque. Les premières universités en Afrique, c'est l'université de Dakar dans la zone française, c'est 59. Donc on a de sérieux problèmes de ressources humaines. Donc on a des handicaps sérieux. J'ai parlé de la contrainte, mais je peux lister un certain nombre de handicaps qui faisaient qu'objectivement, il nous était très difficile de s'engager dans la voie et il n'était pas dans l'esprit de ceux qui venaient de nous transférer le pouvoir, de nous laisser... Vous évoquez la possibilité d'une vacance de pouvoir. Comment est-ce que juridiquement ce serait traité? Disons que dans les dispositions transitoires de la Constitution de 1996, il est prévu en attendant la mise en place des institutions définitives, il y a des suppléances qui sont prévues, de telle sorte que, même en l'absence du Sénat, il est prévu que l'Assemblée nationale exerce la totalité du pouvoir parlementaire. Et donc, a priori, le président de l'Assemblée nationale devrait assumer les prérogatives du président du Sénat si jamais... par substitution, et donc c'est prévu, c'est légal. Alors, la question c'est, est-ce que tout cela serait effectif si jamais le cas se présentait? On peut en douter. On peut en douter parce qu'il y a eu une alerte, je crois que ça devait être en 2004, où la rumeur a couru d'une vacance de pouvoir, rumeur heureusement démentie. Et il est apparu qu'aucune disposition prévue de la Constitution n'a été même pensée. De telle sorte qu'on voit bien qu'on est dans un cas de figure où il ne faut pas souhaiter une vacance inopinée du pouvoir, parce qu'effectivement, il est à peu près certain que les procédures qui sont prévues ne seront pas activées et qu'on va rentrer dans une période d'incertitude généralisée. C'est vrai que le pouvoir en place au Cameroun a des rendez-vous difficiles avec l'histoire parce qu'on est quasiment dans une période de transition politique. Je veux dire que dans les 10 années qui viennent, c'est clair qu'il y aura eu un changement au niveau de la tête de l'exécutif du Cameroun et que rien sur le plan institutionnel n'est clair et rien sur le plan politique ne laisse à penser que les choses se préparent. Quand je dis les choses se préparent, je veux dire aussi bien au sein du parti qui est au pouvoir, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'hypothèque. On ne voit pas où pourrait venir une alternative en face. Et à l'intérieur du pouvoir en place, on voit bien qu'il y a une incertitude généralisée, en tout cas une impréparation à cette éventualité. Ce qui fait que les rendez-vous que le pouvoir en place a avec notre histoire sont des rendez-vous difficiles. Et parce on va vivre un événement important et on n'a aucune lisibilité
sur cet événement-là. Connaissant un peu l'histoire, je pense que ce sont les événements qui font les hommes. Très souvent, de ma façon de lire l'histoire, c'est très souvent les événements qui propulsent les hommes. Et le fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui de figures de proue de l'opposition ou des figures même au sein de l'appareil d'État ou du parti au pouvoir, ça ne m'inquiète pas. Je sais que le Cameroun regorge de ressources humaines et que le moment venu, de façon circonstancielle, des figures vont s'imposer comme étant les leaders des événements. Et très souvent dans l'histoire, ça a toujours été comme ça un peu partout. Pour ce que je connais de la France, sans les événements de la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle serait resté un inconnu que personne ne connaîtrait aujourd'hui. Et il y a une succession Et donc, je pense que le fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui de figures qui s'imposent aussi bien à l'opposition ou bien comme figure alternative au président dans le camp qui est au pouvoir, cela ne m'inquiète pas. Le moment venu, je sais, connaissant les ressources qu'il y a dans notre pays, je sais que des hommes vont émerger et s'imposer comme étant des leaders. On a effectivement le sentiment que ceux qui gouvernent n'intègrent pas suffisamment les souffrances sociales. Et l'illustration la plus emblématique de ce que je dis, c'est ce qui s'est passé au mois de février 2008 et qui a en fait débouché sur les émeutes les plus meurtrières de l'histoire de notre pays. Au mois de février au Cameroun, de façon assez subite, alors qu'on était dans un contexte où la crise économique s'intensifiait. Au mois de décembre, au mois de février, le gouvernement a pris la décision de relever les prix à la pompe, le prix des carburants à la pompe. Et au mois de décembre, le président de la République avait annoncé le projet de révision de la Constitution sur un point précis qui concernait la levée du verrou qui mettait un terme au mandat du président en 2011. Autrement dit, dans la Constitution nouvelle du Cameroun qui avait été adoptée en 1996, le président avait la possibilité de faire 2 mandats successifs. Et c'est cette disposition que le président, au mois de décembre, dans son discours de vœux à la nation, a considéré qu'il fallait lever. Et cela a été interprété comme sa volonté de se représenter et donc de poursuivre en quelque sorte sa tâche à la tête de l'État. Et tout cela s'est conjugué et a débouché de manière assez inattendue à des émeutes dans les villes du littoral et chose inédite à Yaoundé même, parce qu'habituellement c'est une ville relativement calme, c'est une ville où on a très peu d'émeutes, en tous les cas dans les années 90 et dans les années 60, c'est une ville qui a toujours été à l'abri des troubles à l'ordre public. Et donc je crois que ça a surpris les dirigeants et le traitement de cette crise a été très brutal, puisque cela s'est traduit officiellement par 40 morts. D'autres statistiques font état de plus d'une centaine de morts. Et donc ce genre de convulsions sociales tiennent au fait que, à mon sens, qu'on a au Cameroun une génération, une population très jeune qui ne sent pas que sa souffrance est prise en compte dans les préoccupations des pouvoirs publics. Alors c'est elle qui a été en quelque sorte au devant de ces manifestations et ça ajoute un peu à ce drame-là parce qu'effectivement dans la population qui a été tuée, c'est pour la plupart de très jeunes gens qui ne sont pas des gens qui sont engagés en réalité politiquement, mais qui sont des gens qui, de façon assez vague, ont le sentiment que les choses doivent changer. Et donc la perspective de la continuation
de ce qu'ils vivent, leur est apparu comme, en tous les cas, à mon sens, susciter une forte désespérance. Et j'espère que l'on va apprendre dans notre pays à être moins violent, à connaître gérer ce genre de crise, parce que j'ai le sentiment que dans le fond, elle n'a pas été traitée et qu'il est possible qu'à l'avenir, les jeunes se soulèvent encore. J'espère qu'on va tirer tous les enseignements de cette crise et que si de nouveau la jeunesse va dans la rue, cela ne va pas se traduire encore par ce nombre de morts.